Engel. Think of You, le podcast de musique à l'image présenté par Antoine Leguerne et Raphaël Fruchard. Bonjour, je suis Raphaël Fruchard et avec Antoine Leguerne. Dans Think of You, nous recevons des compositeurs et des superviseurs musicaux pour parler musique à l'image. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Thomas Cousinier. Bonjour Thomas. Bonjour, merci de me recevoir. Salut Très Thomas. Content. Ça nous fait plaisir. Alors Thomas, je vais faire un bref résumé de ton histoire et puis après tu me diras si c'est bien ou pas. Donc tu es multi-instrumentiste, compositeur, producteur, designer sonore et directeur artistique. Ça va être un peu compliqué pour moi parce que comme on se connaît très bien, moi je connais plutôt l'homme que l'artiste, même si tu es un grand artiste, tu es également un grand homme. Donc, il ne faut pas séparer l'homme de l'artiste. Et il ne faut pas séparer l'homme de l'artiste. Rapidement, je vais essayer quand même de raconter ce que tu as fait. Donc, tu as une passion dévorante pour la musique et le son avec un grand S, qui t'a fait passer de la musique à toute autre forme d'expression sonore et musicale. Et c'est pas pour rien que Obsession with Sound est devenue la devise de la société Kouz Productions, qui est une société que tu as montée avec ton frère en 2001. Oui. Ça fait donc bientôt 25 ans que vous n'êtes jamais arrêté d'expérimenter, de développer votre talent et votre savoir-faire, qui va de la bande-son de publicité à la production exécutive, en passant par le mix cinéma, la supervision musicale, la post-synchro, ou encore votre label de production de musique, de production de musique Super Pitch. Vous êtes un duo ultra performant, compétent et plutôt fort sympathique, même si pas toujours. Tu as fait des études acoustiques, tu nous raconteras un petit peu ce que ça t'a apporté dans ta carrière et comment la musique de film a pris autant de place dans ta vie ces 25 dernières années. Ouais. Ces dernières années, tu as énormément travaillé, tu as beaucoup de choses qui sont en train de sortir, tu as notamment Lego, tu as KO qui vient de sortir sur Netflix et tu as, qui va bientôt sortir... Les Sentinelles en septembre. Voilà, les Sentinelles en septembre. Pas mal de ces compositions, et tu nous en parleras plus en détail, ont été faites avec Frédéric Kochmanian. Tu vas nous raconter toute ton histoire, comment vous avez collaboré ensemble, comment vous avez travaillé. On aime bien commencer par le début ici. Donc du coup, comment la musique... musique... bien dire des conneries, apparemment. On dit des conneries. Non mais avant de parler de musique de film, comment la musique est rentrée dans ta vie, Thomas? C'est quoi le point d'entrée? C'est Retour vers le futur. C'est la fameuse scène où il rejoue Johnny B. Goode à la guitare. Sur ça m'a fait triper, ça. Je l'ai regardé en pause chaque plan des doigts pour l'apprendre. Quand j'avais, je sais pas, 12 ans ou 13 ans. Avant, le morceau d'après, quand il joue. Hey Marvin, baby, listen to this. Chuck, listen to this. Et puis il joue. Il y a ça. Et puis il y a T'avais quel âge à ce moment-là? Je sais pas, ça va être 12 ans ou un truc comme ça. Petit. Ouais. Et après Twin Peaks, la musique de Badalamenti, c'est vraiment ça qui m'a fait prendre conscience de la musique à l'image et qui m'a donné envie d'en faire, en fait. Parce que j'ai vraiment trippé sur cette série quand c'est sorti. J'ai enregistré en VHS à l'époque, sur la 5. La 5 VHS, 12 ans à ce moment-là, on est des vieux. Voilà. Et toi et ton frère, vous étiez dans un environnement particulièrement propice à la musique. Vous avez été inscrit au conservatoire, vous avez eu une école de musique. Non, on n'a pas fait de formation au conservatoire. Ma mère avait une formation un peu musicale et j'ai fait commencer le violon quand j'avais 10 ans. Mais j'ai pas fait très longtemps. Le violon, c'est quand même un instrument extrêmement ingrat et pour sortir quelque chose de joli, c'est voilà. Donc ça, c'est quand j'avais 10 ans et après je suis passé à la guitare électrique quand j'en avais 13 ou quelque chose comme ça. Okay. Et mon frère faisait du sax. Et à l'époque, c'était la grande époque des berus et tout ça, du rockindé. Donc on faisait ce genre de trucs-là, du rockabilly, du psycho. Vous avez un groupe tous les deux? Ouais, on en a eu plusieurs, ouais. Dans la cave, évidemment. Ça commence toujours comme ça. Quand on a une cave. Et on a aussi commencé à enregistrer. Moi, j'étais passionné par l'enregistrement assez tôt, donc j'avais 2 appareils cassettes, j'enregistrais de l'un, je passais sur l'autre et je faisais des re-re. Après, j'ai acheté un 4 pistes. Ensuite, on enregistrait pas mal de potes. Et puis ensuite, on est passé sur un 8 pistes et après... Ton histoire avec la musique a été, et on en parlera tout à l'heure sur quand vous avez monté Kouz, mais ton histoire avec la musique a été très très liée avec ton frère. Vous travaillez beaucoup tous les deux. Est-ce que vous aviez chacun une spécificité? Lui faisait du sax, soit tu faisais de la guitare. Je sais qu'après lui, c'est plus orienté vers l'enregistrement, vers le mix et ce genre de choses. Comment vous avez grandi ensemble dans la musique en fait? En fait, on a des goûts musicaux qui se retrouvent pas forcément sur tout. Mais par contre, il y avait un truc qu'on a toujours bien aimé, c'est l'expérimentation et aussi tout ce qui est musique concrète, musique expérimentale. Et on a fait pas mal de choses quand on avait 15-16 ans dans des MJC. Tu vois, t'as des stages de trucs de création sonore. On avait gagné un prix de création sonore, un festival qui s'appelle Fonurgia Nova, qui existe toujours, qui est un festival à Arles de fiction radiophonique en fait. Et on a dû gagner, je sais pas, peut-être le Fonurgia Nova numéro 2 ou 3, un truc comme ça. C'était il y a un petit moment.
Et c'est une pièce sonore qu'on avait créée. Donc ça, c'est par des rencontres. Vous aviez quel âge là, quand vous avez fait ça? Je sais pas, on devait avoir peut-être 18 ans ou un truc comme ça. Et c'est des rencontres. Très vite, il n'y a pas que la musique, quoi. Il n'y a pas que la composition ou le jeu. Le son, pour moi, ça a toujours été partie complètement intégrante. C'est un des disques qui m'a donné aussi envie de faire de la guitare. C'était le premier disque des Cramps, qui s'appelle Songs of Lord Tolos. Et il y a un solo de guitare, il y a un solo de fuzz. Et ça, je me rappelle avoir mis le diamant sur le disque, sur cet album, et ça a changé ma vie, on va dire. Et j'avais eu envie de reproduire le son que j'entendais sur ce disque. Et c'était autant le son, t'arrivais à analyser que c'était pas que l'effet musical, enfin que les notes, mais aussi le son. En écoutant les Yvonne 88, je pensais que la boîte à rythme c'était fait par une basse, mais fallait travailler ton oreille un petit peu au départ, mais c'est ça qui est intéressant, quoi. Tu sais d'où ça vous vient, comme parce que du coup c'est tous les deux, ton frère aussi, d'où ça vous vient cet intérêt particulier pour l'expérimentation, la technique d'enregistrement et tout. Généralement, mon père il avait un Manitoba Band avec pas mal de concerts, de live des années 70, des Beatles, il y avait de l'île de Wight, il avait pas mal de trucs sur des bandes. Donc quand tu dis des bandes, c'était quoi? C'était un Revox, c'est un deux pistes, c'était pas un d'accord. Oui, c'est ça, tout à fait, ouais. Donc il y a eu ce rapport-là et puis je me rappelle, on a enregistré des trucs sur des cassettes, on s'amusait. Nous, on s'est connus très jeunes puisqu'on habitait dans le même bled. Ouais. Et je me rappelle que vous aviez une table de mixage, une grosse table, très très jeune, où vous enregistriez. Il y avait des concerts dans vos caves, où vous invitiez les potes et tout. Tu peux nous raconter, nous expliquer comment c'est venu ça? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui avaient effectivement dans leur cave, qui avaient un ampli, une guitare, un machin. Mais de là avoir une table de mixage qui était. Tu peux nous raconter ça? Ouais, ça c'était avec Cédric. Non, mais c'est parce que toujours le son. Moi, en fait, j'aime pas trop. J'aime beaucoup les performances enregistrées. Enfin, j'aime beaucoup la production, en fait. Donc, je suis fan des grands albums de production, de producteurs, et plus que la musique live, en fait, quelque part. J'aime bien figer la musique et la figer avec une esthétique, une technique aussi. La technique, ça m'intéresse pas spécialement, en fait. Moi, je peux enregistrer sur un 2 pistes ou un 16 pistes ou un 32. Enfin, je sais pas, c'est le résultat qui compte. Mais c'est figer une performance, en fait, quoi. Donc après, une performance, elle peut être figée comme Steve Albini le fait, en mettant 3 micros dans une pièce et en positionnant et en captant une performance live, mais elle peut être aussi construite. C'est la beauté de la pop depuis qu'on peut travailler en multipiste. On peut donc changer le son, modifier le son, je sais pas, comme les productions de Bowie ou des Beatles à la fin, ou même des Beach Boys dans la dernière période, où on peut produire, on peut construire une œuvre. Aller au-delà de la musique, en fait. C'est ça. Et même au niveau de la structure, on peut jouer l'injouable, on peut créer des atmosphères qui n'existent pas, au niveau des reverbs, par exemple. Il y a tout un travail de création. Donc, dès le départ, tu avais cette appétence-là, tu voyais au-delà de la musique. Est-ce que tu te caractérises à ce moment-là plus comme quelqu'un qui va aller vers l'expérimentation, vers l'acoustique, et je crois que tu as fait des études d'acoustique, tu nous en parleras, mais c'est plus ça qui t'intéressait que l'émotion musicale pure? Pour toi, c'est un tout, c'est-à-dire que l'émotion musique vient de... Ah oui, elle peut venir totalement du son. D'ailleurs, il y a des albums, aujourd'hui, il y a des morceaux, si on les écoute... un bon morceau reste toujours... c'est important pour moi, en tout cas, si on fait de la pop ou un format apparenté, une chanson, en tout cas, c'est une bonne chanson, elle reste toujours une bonne chanson jouée sur un piano, et ça s'entend. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de bonnes chansons qui sont faites, et ça s'entend quand on dépouille et qu'on enlève tout, il reste pas grand-chose. Mais une bonne chanson, c'est habillée avec une super prod, c'est magnifique, quoi. Mais il y a toujours de l'émotion, quoi. Mais après, je pense que toutes les choses qu'on a eu envie de faire viennent aussi des rencontres, et des lieux aussi où on a été, parce que c'est vrai que quand on est jeune, on voyage pas forcément, on n'a pas forcément accès à énormément de choses, donc ce qu'on rencontre, on construit, quoi. Donc à Nancy, par exemple, il y avait un festival de musique expérimentale et live qui s'appelait Musique Action Internationale, et il y avait des musiciens complètement dingues qui venaient, comme Fred Fries, Otomo Yoshide, des Japonais, qui faisaient de l'expérimentation live, et ça a été il y a eu des concerts assez déments qu'on a vus. Et vous avez beaucoup voyagé aussi jeune, parce que je crois que et ça a été important aussi dans votre culture, dans votre ouverture à l'autre, et puis dans l'utilisation de l'anglais qui était Oui, parce qu'on a habité à Londres pendant plusieurs années. Ouais, quand vous aviez quel âge? Je sais pas, entre 7 et 10 ou 11, un truc comme ça, ouais. Puis après, on y allait beaucoup, on avait beaucoup d'amis là-bas, on savait qu'on était bilingues. Vous avez créé, vous étiez bilingue et vous avez créé un tissu de relations. Est-ce que tu penses que ça, c'est important dans l'expérimentation, dans ton éveil musical et l'ouverture à la musique et aux autres? Ah bah, bien sûr, ouais, bien sûr. Et surtout, ce qui est important, c'est... T'as plus de chances de faire arriver des choses quand tu dis oui que quand tu dis non, quoi. Donc rencontrer des gens moi j'ai fait beaucoup de tournées avec un des projets de musique électronique que j'ai fait suite à mon départ en Australie. On en parlera tout à l'heure, mais et du coup à chaque fois c'est des rencontres qui te font participer à des projets, participer à un morceau ou deux, ou apprendre des trucs avec des
avec des gens, c'est ça qui est kiffant, quoi. À quel moment de ta vie tu te dis ouais, la musique c'est pour moi? Est-ce que c'est depuis le départ une certitude, ou il y a quand même peut-être au départ un faux départ, justement? En fait, je m'étais jamais dit que je gagnerais ma vie en faisant de la musique, mais plutôt je voyais plutôt le côté prod et ingé son. Mais c'est vrai qu'en France, il n'y a pas de formation pour ça, en tout cas il n'y en avait pas. Et quand on disait que tu voulais faire ça, je me rappelle, on me disait tu veux être DJ en fait. Enfin, voilà, c'était vraiment terrible, quoi, l'éducation française sur ce sujet. Et il y avait quand même toujours Louis Lumière, Esra, tout ça. Ouais, mais c'est pas des écoles qui ferment. Je veux dire, en Angleterre, il y a une école qui s'appelle Goldsmith, par exemple. C'est la seule école où tu as une formation pour faire de la musique pop. Voilà, quoi, parce que la culture, c'est autre chose. Voilà, justement, pas un G-son, tu veux dire les formations de culture à la production. Il y a aussi la production producteur. Ou la compo. Damon Albarn, il vient de cette école. Il y a plein d'artistes anglais de pop qui viennent là-bas. C'est un métier, quoi. Donc on te l'apprend. En France, à l'époque, en tout cas, on disait que c'est pas un métier. Aujourd'hui, il y a des écoles. C'était plus réservé aux gens qui voulaient faire de l'image en plus. Il y avait, je sais pas s'il y avait. Et puis c'est une école de technique. C'est une école technique. Il y a un département son. Il y avait aussi. On parle de ça il y a 30 piges. Ben, on a le même âge, non? Mais j'ai essayé de faire Louis Lumière, ils m'ont pas voulu de moi. Moi, j'ai d'autres écoles. Moi, j'ai fait une prépa à Louis Lumière, j'ai bac pareil. Physique chimie, j'ai jamais eu mon c'était quoi mon unité, comment ça s'appelle? J'ai trouvé des parce que j'étais obligé de faire un DUT génie électrique pour pouvoir faire une prépa, voilà. Mais je trouve pas ça cohérent. Non, ça n'a pas abouti, mais tant mieux. J'ai fait autre chose. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est ça, tu te dis voilà, je veux en faire mon métier. Pardon. Donc je pensais pas que c'était la musique. Je pensais pouvoir faire du son, et je m'étais dit que je voulais pas faire du son en musique parce que je voulais pas enregistrer la musique que j'aimais pas. Donc je m'étais dit je ferais du son pour l'image, quoi. Voilà. Et même pour les images que tu n'aimais pas, tu t'étais pas dit que non, voilà. Je voyais des gens qui enregistraient de la variétoche et je me disais putain merde, c'est pas possible, je pourrais pas faire ça me tuerait, quoi. Donc mais c'est intéressant effectivement ce truc des écoles, parce que on a des bonnes écoles d'ingé son, je pense, ici, mais on a aucune école effectivement et aucune culture du producer de la ça a changé. Maintenant il y a la SAE, il y a des écoles privées comme ça qui sont montées, mais c'est vrai qu'il n'y en avait pas. Qui sont pas des écoles françaises à la base, justement. Et du coup, t'as fait une école à l'étranger? Oui, alors avant ça, si tu veux commencer par le début, comme tu dis bien sûr, on est là pour ça. J'ai fait effectivement la formation qu'il fallait faire pour pouvoir faire les écoles, genre INSAS, même en Belgique aussi j'avais essayé, ils n'ont pas voulu de moi non plus, ils ont voulu de moi nulle part de toute façon. Donc, j'ai fait un bac plus 2 en génie électrique, et ensuite j'ai fait une autre formation en acoustique au Mans. J'ai un centre de formation en acoustique, j'ai fait un DESS, je crois que ça s'appelle. C'est quoi exactement qu'on t'apprenait là-bas, une école en acoustique? En acoustique, je peux faire la conception de salle, c'est pas une formation d'ingénieur, c'est en dessous, mais je veux dire, tu as toutes les bases pour pouvoir faire de la mesure acoustique, pour pouvoir fabriquer des haut-parleurs, comprendre le son, comment il se développe, comment tu peux le... Donc ça nous a pas mal aidé. Après, quand on a construit notre studio Écouse, et puis en fait, surtout, j'ai fait... assez éloigné de la musique quand même, du coup. Bah ouais, mais génie électrique aussi, c'est assez éloigné de la musique et du son, enfin du son un peu moins, mais la musique, oui. Mais ça te plaisait quand même. La musique, j'en faisais toujours, voilà, pour moi, quoi, avec surtout en one man band dans ma chambre. Ton frère en faisait encore à ce moment-là de la musique ou pas? S'il jouait du sax au départ, pas trop à ce moment-là, je crois, plus trop. Ouais. Lui est plus parti vers le son, le mix, et toi, t'es plus parti vers la musique petit à petit. Tout à fait, ouais. Mais on arrive à peu près en 2000-2001 quand vous montez vous montez Écouse. Ouais. Mais du coup, alors avant, pardon, juste. Mais je t'en prie, justement. C'était juste, donc j'ai fait ce DUT, après j'ai fait ce DVST, j'ai fait un stage à la Maison de la Radio, et après j'ai été embauché pendant 1 an à la Maison de la Radio pour recréer comment on appelle ça, une simulation acoustique du Studio 104, qui a été détruit depuis. Donc on avait reconstruit tout le Studio 104, et on avait c'était pour faire une étude de placement d'enceinte dans le lieu, quoi, parce que le 104 c'est un endroit qui servait à la fois à faire des émissions de Le Noir, de pop, avec t'avais Pulp qui venait, ou je sais pas, Tortoise de l'époque, ou alors t'avais de la musique classique, et donc il fallait faire un truc un peu polyvalent pour tout ça. Donc on a fait la conception d'un système qui a été installé ensuite pendant une dizaine d'années, et ça a été tout et ça, t'as participé à ça? Ouais, c'est moi qui ai fait toute la simulation avec un autre pote de l'époque avec qui on avait fait la même formation. Donc, t'as fait de bonnes études? Oui, ça m'a servi à plein de choses, évidemment, ouais, c'était super. Et puis, même comme je te dis, c'est des rencontres, tout en fait. Donc,
j'ai fait en fait, à la fin je reviens sur les UT génie électrique. Quand tu fais cette école comme ça, après, tu vas faire un stage chez Peugeot ou dans l'industrie où on a besoin de problèmes de vibration et de signal et de choses comme ça. Donc, pas très glamour, quoi. Et il y avait un endroit à Héry-Moncourt, c'est ça, où, à côté de là où il y a Peugeot, c'était une maison, c'était une résidence d'artistes financée par la famille Peugeot. Et c'était la première en Europe à avoir du montage vidéo digital et des outils de création digitale. Je te parle de ça, c'était en 97-98, quoi. Et c'était tenu par un gars qui s'appelle Pierre Von Gioviani qui après a monté la Gaieté Lyrique. D'accord. Il n'a pas continué le truc, je crois qu'il a été viré du projet, mais au début c'est lui qui avait initié ce projet-là. Donc c'était un mec qui est sur les arts numériques et c'était vraiment l'endroit le top en Europe. Et là-bas j'ai fait plein de rencontres. Et notamment un artiste australien qui ensuite m'a permis d'aller en Australie parce qu'il était prof à l'université à Melbourne. Et de cette rencontre, on est resté en contact pendant 2-3 ans parce que j'ai fait le DUS et j'ai fait le stage, mon boulot à Radio France. Et ensuite, j'ai fait une demande de bourse et puis j'ai fait un dossier pour aller dans cette école parce que lui, il cherchait des étudiants étrangers avec un potentiel, avec des capacités pour aller là-bas. Et donc après, je suis allé là-bas pendant 2 ans. Apprendre quoi là-bas ? Eh ben, c'était une école d'art et de multimédia. Donc enfin, je commençais à faire un truc qui m'intéressait un peu plus. Donc là, on est en 99, c'est ça ? Ouais, c'est ça. J'ai fait 2000 jusqu'à 2001. Et là-bas, j'ai fait une autre rencontre. C'est Toby Hayes, qui est un collaborateur avec qui je fais de la musique depuis 2001, avec qui on a fait plusieurs projets multimédia. On a fait plein de tournées, des concerts dans des lieux comme Electra, Sonar, Nuit Sonore. Enfin, on a fait tous les gros trucs à l'époque. En 2000-2006, on était dans cette espèce de mouvance de laptop musique et de musique expérimentale avec de la vidéo. J'ai écouté dans le métro ce matin, c'est bien expérimental. Oui, t'as écouté Bad Reparated, t'as écouté ? Exactement. Ouais, c'était voilà, mais c'était un son très Manchester, très 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 indus, un peu la Otech. Bon, on a bossé avec des gens comme Otech ou Gescom dans cette mouvance-là, quoi. Et ça existe encore aujourd'hui, ça, ce duo ? Non, ce projet-là non, mais par contre avec Toby, on a bossé sur un projet qu'on avait commencé juste avant le confinement, donc on a mis un peu 5 ans à le finir, mais on a sorti un double album en début d'année dernière sur un label qui s'appelle Boomcat, qui est un label qui fait des petites éditions de trucs hyper intéressants, qui est à Manchester. Et avec ce projet-là, on fait des petites dates à droite à gauche. Là, j'étais en Colombie pour faire 2-3 dates. On en a fait une à Londres, à Manchester, et puis pas en tant que DJ sur scène, vraiment avec des machines et tout. C'est ça. Okay. Et la vidéo, ouais. Et on fait pas mal d'installations aussi. Avec Toby, lui, c'est un artiste d'art contemporain, donc il fait beaucoup d'installations sonores et audio. Maintenant, il est responsable du département multimédia à l'université de Manchester. Et donc il a un cursus un peu universitaire aussi. Mais voilà, donc c'est cette rencontre que j'ai fait au château Peugeot qui m'a amené en Australie, qui m'a amené avec Toby, qui m'a amené après tout un tas de rencontres, quoi. Et donc toi, tu dirais que ce que tu disais tout à l'heure, c'est la rencontre crée et il faut arriver à créer les rencontres. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une question qu'on pose vers la fin en général, mais là, elle arrive. C'est aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait se lancer dans le métier, le seul message que tu vas lui dire, c'est voyage, rencontre des gens, participe à des choses, et c'est ça qui va te développer, quoi. Ouais, c'est hyper important. Et puis du coup, ensuite, quand tu rencontres des gens, et moi, je me rappelle être allé chez FCOM quand j'avais, je sais plus, parce que j'avais un copain en Australie qui voulait faire écouter des trucs à FCOM, donc on se retrouve un vendredi soir chez FCOM, et je savais pas que c'était Laurent Garnier, parce que je connaissais pas vraiment qui il était, tu vois. Je connaissais sa musique, évidemment. Et puis on a été reçus super bien. Tu bois un verre avec eux, tu discutes, ils écoutent la musique, je me dis putain, c'est comme ça qu'il faut recevoir les gens quand tu reçois des gens après dans le futur, quoi. Ça te donne leur donner à manger et leur faire écouter de la musique et du bon vin. La gueule. non, mais tu vois, il y a un truc de partage qui est hyper important et que t'as pas toujours le temps de faire ça, mais c'est hyper important de le prendre quand t'as des gens qui l'ont fait pour toi, tu comprends l'importance. C'est ça pour toi, la musique, la musique, c'est le partage pour toi? Ouais, c'est du partage, c'est du fun, c'est aussi une évasion, c'est aussi créer aussi un univers. Je pense que quand tu crées ton monde aussi, quand tu crées ta musique, il y a un côté un peu égoïste aussi après, ça peut toucher d'autres gens ou pas, ça, c'est pas toi qui décide vraiment, en fait, mais c'est créer son univers ou ce qui peut te manquer dans ce qu'il y a autour de toi. Je pense que c'est comme un cuisinier qui a une cuisine vraiment particulière et il fait ce qu'il a envie de percevoir et ce qu'il retrouve pas ailleurs, voilà. Et l'aventure humaine, c'est ce qui reste aussi à la fin. Dans ta tête, mine de rien, si ça a été très positif ou moyennement ou négatif, au final, au-delà de l'aspect artistique ou du succès éventuel, c'est ce qui reste difficile de bosser avec des connards, ça c'est sûr. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais
Pendant tout ce temps-là, tu ne gagnes pas. Non, mais après, non, je gagne pas beaucoup d'argent. C'est ça. Non, mais à ce moment-là, tu gagnes pas ta vie. Ce que je veux dire, c'est tu t'engueules avec Toby, avec qui j'ai fait des albums. Évidemment, à la fin de chaque projet, on pouvait plus se blairer, on pouvait plus écouter la musique pendant 6 mois. Mais c'est normal quand t'es ensemble. Tu vis, parce que nous, en plus, c'est clair. Après, on a chacun retourné habiter. Lui, il était au Canada, et puis il fait des résidences aux 4 coins du monde. À chaque fois, on se retrouve, on se crée des périodes pour se retrouver pendant 15 jours, et on bosse, on est 24 heures sur 24 ensemble pour faire la zig. Donc évidemment, au bout de 15 jours, ça peut être compliqué. C'est plus compliqué au bout de 15 jours. Et à ce moment-là, du coup, tu es aussi moins en contact avec ton frère. Vous n'avez plus de groupe ensemble, évidemment. Ouais. Quand t'es, donc, en fait, Greg, lui, il rentre dans un studio qui s'appelle... non, il était chez... Studio Line. Ah oui, Studio Line, ouais. Absolument. Mais lui, il avait fait une formation qui n'avait rien à voir ensemble. Il a tout repris à zéro quand il avait, je sais pas, 22, 23, je pense. Et puis, il était chez Line. Et puis, là, pareil, une autre rencontre qui a été hyper importante pour nous. C'est pour Grégoire et pour moi. C'est quelqu'un qui s'appelait Claude Le Tessier, qui est malheureusement décédé il y a quelques mois, et qui était un peu notre mentor, quoi. Et grâce à lui, on a rencontré les frères Poirot, en fait. Un jour, il est parti, puis il m'a dit, ouais, il y a deux frangins, il faut vous occuper de lui. Puis un jour, je me suis réveillé, puis il y avait Didier Poirot dans mon canapé, dans mon salon. Pourquoi tu dormais? Et donc, Claude Grégoire a été son assistant, son ingé son pendant longtemps, et il a bossé sur le design de tas de pubs. Et puis, après, Claude a commencé dans le son, mais après, il est devenu producteur image. Et puis il a produit des gens comme Poirot, Noé, tout ça. Cette personne-là nous a vraiment amené. Il a fait bosser Greg sur le premier film de Gondry, My Nature, sur du Carway. Moi, il m'a fait faire ma première compète pour des pubs que j'ai pas gagné. Hein. Un réalisateur qui à l'époque personne ne connaissait, qui s'appelle Michel Gondry. Et mais c'était quelqu'un qui en dehors du milieu de la pub, personne ne connaissait. C'était en 2002 ou en 2001. C'était quoi comme produit? Comme annonceur? C'était AOL ou un truc dans le genre, je sais pas, un truc d'internet. Putain, rien que le mot, il sonne déjà tellement vieux. C'est un truc. Mais tu veux dire que pendant que toi, donc, tu étais en train de créer ton réseau avec musiciens, ton frère en parallèle était en train de créer un réseau plus dans la prod, etc. Ouais, tout à fait. Et c'est ça qui vous amène donc de ces deux réseaux forts, parce que vous travaillez vraiment et vous avez cette appétence de ces deux réseaux forts. C'est ça qui vous amène à créer les Coups en 2001. C'est ça, exactement. Parce que moi, je rentrais d'Australie. C'était beau la musique, mais j'avais pas de boulot. C'est ça te rapportait pas de pognon du tout. Pas vraiment. Ouais. Il y avait quelques résidences qui quand même, quand j'ai un peu de thunes, mais bon, voilà, c'était jeune, quoi. Voilà, c'est ça. Puis t'as pas besoin à ce moment-là, t'es jeune. Exactement. Et Grégoire, lui, il devient un ingé son quand même phare dans les top 5 ingé son en pub, en tout cas à Paris. Et puis il enchaîne les séances de studio en studio, comme on faisait à l'époque, mais c'est plus du tout comme ça maintenant. Mais voilà. Tu veux dire qu'il se déplaçait, c'est ça? Ouais, voilà, en scout, machin. Enfin, c'était comme ça, tu avais des piges à droite à gauche, et il avait plein de piges qu'il pouvait plus faire, donc il me refilait les petits trucs. En pige ingé, tu faisais là? Ouais. D'accord. Et donc je commençais à faire quelques piges, mais j'ai jamais eu le nombre d'heures pour être intermittent dans ma carrière. Mais bon, voilà, j'ai mixé 5 colonnes à la une, des émissions comme ça, je faisais des petits trucs. Et puis d'autres rencontres. Ah oui, j'ai aussi avec un gars qui était assez génial, mais personne ne voulait aller bosser chez lui, qui s'appelait Bibi, Michel Hardy, je sais pas si tu vois qui c'est. Pas du tout, non. C'était le mec qui a créé tous les jingles de pub des années 80 et qui bossait avec tous les créateurs de l'époque en mode, quoi. Pourquoi personne voulait aller bosser chez lui? Parce que c'était un gars hyper particulier, qui avait eu des problèmes de dope, qui était un peu ingérable, quoi. Mais il était super Pourquoi toi t'arrivais à bosser avec lui, du coup? Parce qu'il me faisait marrer, puis que quand il était chiant, je m'en foutais, toi, j'avais pas de... Je sais pas. Et puis le mec était assez sympa, assez touchant, il est décédé aussi. Et chez lui, j'ai fait des séances super avec Slim Pézin, mes premières séances de prise et tout ça. Et c'était assez kiffant. La pub, ça va? T'as adhéré assez vite au concept, aux contraintes? Ouais. C'était pas une difficulté particulière? Non. Toi qui venais plutôt les premières années, peut-être assez libre et plutôt un champ d'expression. Ouais, bien sûr. Là, il fallait te plier. Ouais, mais c'est vrai qu'on a bossé sur des projets aussi. Toi, quand on bossait avec Thierry, les premiers projets, c'était assez. Déjà, il y avait un côté, je trouve, d'artisanat qui a quand même un peu disparu, je trouve, aujourd'hui. Et il y avait des projets vraiment très créatifs qui se faisaient. Et non, c'était
On était sur des projets en pub avec ce genre de réalisateur-là, et particulièrement à l'époque, c'est vrai qu'ils avaient quand même beaucoup plus on les appelait pour ce qu'ils savaient faire, pour ce qu'ils étaient, et c'est clair qu'on leur donnait plus de liberté. Et effectivement, s'il y avait une collaboration avec eux, c'était génial, quoi. Ça, c'est aujourd'hui il y a encore des belles choses. Faut pas non plus. Non, mais bien sûr. Il y a des belles choses, mais c'est vrai que c'est un exercice. Tu es au service d'eux quand même. Toujours, tu c'est vois, de la commande. De toute façon, ça, moi, tu es au service d'eux. Ça, j'accepte. De toute façon, tu fais de la commande, mais bon, il y a plein d'heures, on va dire, même qui ont été faits en tant que commande, et qu'avoir des musiques de films ou autres qui sont super à écouter. Qui n'empêchent pas la qualité, non, bien sûr. Et qui n'empêchent pas la collaboration intelligente. Non plus, avec d'autres gens. C'est une commande, donc c'est une commande aussi avec un groupe, un certain nombre de gens. Il y a aussi des clients, il y a tout un tas de choses, mais c'est intéressant d'avoir des... Nous, quand je fais des projets d'albums, on les fait souvent avec tout un tas de contraintes qu'on s'impose. Il y en a aussi, bien sûr. De format, d'outils qu'on va utiliser, de structure, et du coup, ces contraintes te font devenir créatif à l'intérieur du projet, en fait. Donc ça m'a jamais posé de problème. J'aime plutôt ça, mais en fait. Mais je te posais la question parce que c'est finalement la pub, ça a aussi été ton premier contact avec l'audiovisuel, avec l'image. Ouais, tout à fait. Oui. On avait fait quelques trucs avant, genre une musique de docu ou des petites choses comme ça, mais... Ah oui, non, on a fait de l'habillage, on avait une émission de radio avec mon frère à Nancy, sur Radio Graffiti Vendeur. Ouais. On a fait l'habillage, cette radio, je crois qu'il est encore à l'antenne. C'est pas vrai. Incroyable. Oui, mais c'est pas un truc. C'est comme ça. C'est pas à l'image. C'est-à-dire qu'effectivement, non, ça c'est une expérience de production et de. Non, mais c'est pas grave. Non, tu viens de le raconter. C'est parce que j'y vois rien, moi, donc je fais image, pas image. Non, mais c'est ça qui est important, et c'est important effectivement ce que dit Antoine. C'est avec quand tu commences à mixer. Pour d'abord en faisant des piges à droite à gauche comme faisait ton frère, et puis quand vous montez Kouz, donc en 2001, que tu as cette vraie expérience d'abord, en tout premier lieu, est-ce que vous faisiez juste le sound design, la prod, et vous faisiez appel à des compositeurs en te mettant également en compète, etc. Ou est-ce que c'était systématiquement toi qui faisais les compos? Comment ça se passait, ça, quand vous montez Kouz au tout départ? J'ai mis beaucoup de temps à ce que les gens sachent que j'étais compositeur, en fait. Parce qu'en fait, Grégoire, il était sound designer, celui qui était connu. Moi, j'étais le frangin, je faisais le premier T'étais le bras armé. Non, mais c'est vrai, je faisais le secrétariat en tout début, en fait, c'est vrai. Ouais. C'était très bien, mais en fait, ça a été très compliqué, très long de faire comprendre aux gens que je faisais de la musique et que j'étais compositeur. Pourquoi? Parce que est-ce que tu n'avais pas encore l'expérience déjà? Forcément, tu n'avais pas l'expérience d'aujourd'hui, mais il n'y a pas que ça. Ton talent était là, sinon tu serais pas là aujourd'hui. Mais pourquoi, à ton avis? Parce qu'on laisse pas la chance, on veut pas essayer. Parce que les gens voient, t'es cantonné dans un truc sound design. C'était Grégoire, et en musique, il fallait faire tes preuves, et j'avais pas spécialement de projet qui montrait suffisamment ce truc-là, quoi. Et après, mais après, ça s'est fait au fur et à mesure, mais les gens ont quand même eu vachement de... Comment ça s'est fait? Comment ça a commencé? Quel a été le premier projet où on t'a confié? Je parle pas de la compète que tu as fait pour Gondry ou ce genre de choses. Comment tu as fait pour être appelé sur... Même si tu prends un des premiers films qu'on a fait, c'était un film Airbus qui malheureusement est sorti la semaine du 11 septembre, donc il n'a pas eu une vie. C'était pour l'introduction en bourse de Airbus. Ce mauvais timing. Le film était vraiment dément. C'était un espèce de plan séquence qui part du centre de la Terre et qui traverse comme ça des buildings, avec un bruit, le chaos assourdissant et tout. Puis quand tu arrives en haut, c'est le silence absolu et c'est Airbus. Donc si tu veux, c'était pas possible. Ah non, c'est pas pour Mais la bande-son, si tu l'écoutes, elle est hyper musicale. Enfin, ça pourrait être... pour moi, c'est une pièce de musique concrète complètement. Tout est musicalisé, tous les sons, tout a été fait à la main, chaque son, chaque truc. Et ça, pour moi, c'est une musique, en fait. Mais bon, c'est pas une musique au sens... Quand tu dis musique, tu as mélangé à la fois la musique et le sound design. Tu as fait de tout. C'était complètement... c'est ce que Greg, les gens sont venus nous voir beaucoup pour ça. C'était pour l'intégration de la musique et du sound design. C'est à cause de vous qu'on reçoit toujours ces briefs maintenant. Oui, on aimerait bien mélanger musique et sound design. Des fois, c'est parce qu'on veut pas te payer de droite. C'est sound design, alors... mais par exemple, le film qu'on avait fait pour Carlos, toi, tu te rappelles de ce plan séquence? Bien sûr, le film de Wilfried Brimo, bien sûr. Donc ça, c'était un truc... J'étais dégoûté de ne pas l'avoir fait, donc je me rappelle très très bien. Ça, on s'était marré à faire ce truc-là. C'était une super bande-son à créer, ça. Ça a une quinzaine d'années, c'est ça. Mais Kouz était déjà... Vous faisiez déjà quasiment tous les films de Canal. Je sais pas c'est quoi la première musique comme ça, faudrait que je regarde dans ma filmo. Mais... De toute façon, tu n'as jamais vraiment justement séparé musique et sound design. Non. Pour moi, c'est toujours le son. C'est toujours partie intégrante de la musique que je crée. Pour moi, je n'arrive pas à me projeter uniquement dans la musique quand je compose, par exemple. Tous mes sons, j'essaie de fabriquer tous mes sons en même temps, plus ou moins. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le côté production value qui t'intéresse, c'est le côté amener. C'est un tout, en fait, pour toi. C'est un tout,
Kouz, ça a été une histoire facile. Ça a été quand vous l'avez monté, entre guillemets, le business a roulé assez vite. Mais en fait, on a monté Kouz. On n'a jamais eu envie de monter un business en tant que tel. En fait, c'est juste parce qu'il nous fallait une structure. Toi, pour à un moment donné, on nous a demandé de facturer des comédiens ou des techniciens. Il fallait une structure. On dit comment on fait? On peut monter une boîte. Ok, on monte une boîte. Ah tiens, il faudrait un Pro Tools, des matos. Bon on a acheté un Pro Tools 16 pistes. Qui coûtait un bras à l'époque. Ouais, on avait profité on avait les délais de paiement et tout ça. On avait bidouillé comme ça. C'était avec Airbus. Je crois qu'on a réussi à le payer. Mais au début, on a acheté un premier Pro Tools et puis avec les frères Parot, évidemment, il n'y a jamais assez de pistes. Donc on a dû changer tout de suite pour un deuxième. Et voilà, donc on a monté la structure comme ça un peu. Puis il y avait un local en fait à l'époque. Donc on était dans toute cette bande. Il y avait, comment il s'appelle, Quentin Dupieux qui venait de finir son premier film qui s'appelle Non-Film, que Grégoire a mixé d'ailleurs. Et il avait un local qui était à côté d'Entropie Film, qui était la boîte de Nicolas Leclerc à l'époque, et donc des frères Poirot. Et donc on a récupéré ce local, et puis on a commencé là, quoi. C'était un ancien local de répète de Manu Dibango, je crois. D'accord. Pour l'histoire. Et on a commencé dans ce local-là, on y est resté. Tous les deux, vous étiez juste son frère et toi. Ouais, tout à fait, ouais. Et ça a bien marché dans la pub pendant un moment, parce que c'est une boîte, ça fait partie de mon point de vue d'une des meilleures, hein, clairement, des 5 plus grosses qui font ce travail-là. Avec The, non? Pas mal. Avec The, avec Plouf, avec Kouz, Schmouz, qui font partie vraiment même si tous les autres travaillent très bien, ça a fait partie pendant très longtemps des vraies structures qui comptaient. Et vous avez fait ça ensemble et main dans la main pendant très longtemps. Ouais. Vous avez après, bien sûr, toujours. Vous avez après. Non, mais tu vas voir là où je voulais en venir. Vous avez aussi également monté Super Pitch, on en parlera. Ouais. Mais j'ai l'impression que vous avez plus été vers vos aspirations personnelles chacun. Pourquoi est-ce que c'est par envie, par besoin, et que toi, tu t'es plus tourné vers la composition à l'image, vers la musique. Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé à toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais aujourd'hui? Comment tu arrives à trouver l'équilibre entre les deux et à maintenir ce que vous faites sur Kouz? En fait, Greg, il travaillait aussi, il faisait pas mal de long métrage aussi. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de boîtes qui faisaient de la pub et du long métrage. On était, je pense, les seuls à le faire. Ouais. Et à toujours le faire d'ailleurs. Enfin, maintenant, Schmouz, on fait pas mal. Enfin, mais bon, voilà. En tout cas, à cette époque-là, c'était assez cloisonné. Et c'est vrai qu'on a toujours eu ces deux trucs-là. Et donc, Grégoire continue à faire un peu de montage son, à mixer des films, avec tout le reste avec toutes les autres choses qu'on faisait, parce que nous, je faisais de la pub, mais aussi pendant 5 ans, je continuais quand même à tourner. 3 mois par an, je partais à droite à gauche faire des projets. Donc, il y a toujours eu tous ces projets-là qui étaient mélangés, en fait. Et Kouz, on a toujours fait pour se faire plaisir et faire les projets qu'on avait envie de faire, un peu comme on avait envie de les faire, évidemment, avec les contraintes qu'il peut y avoir, mais on avait aussi des projets perso qu'on faisait. On bossait sur des films gratos parce qu'ils nous plaisaient. Enfin, il y avait plein de. C'est ça, souvent. Nous, en fait, ce qu'on voulait, c'est ce qu'on a toujours voulu, en fait, avec mon frère, depuis qu'on a même 15 ans, c'était d'avoir notre structure de prod à nous, avec nos outils, pour pouvoir gérer les choses comme on a envie de faire. Voilà. Et nous, quand on a construit Kouz, on doit être les seuls indépendants à 25 ans à monter une structure comme ça, parce qu'on pensait qu'on pouvait mieux faire que ce que les autres faisaient. Et donc, on a créé une structure comme ça. Et donc, quand on a commencé à faire même du mixage Pro Tools pour le long métrage, tout le monde nous regardait avec des gros yeux. On était les seuls à avoir un Audi en tant qu'indépendant monté autour de Pro Tools, parce qu'au lieu d'avoir un investissement industriel comme tu avais avant, on était juste à la transition entre l'analogique et le digital. Grégoire l'a vécu même encore plus quand il était chez Studio Line, il avait encore une MCI et un 24 pistes. Et il y avait cette transition, quoi. Et dans le cinéma, il y a eu cette transition aussi de l'industriel, c'est-à-dire avoir un énorme projecteur 35 mm qu'il faut amortir sur 25 ans, plus tout le matos. Ça a mis du temps, ça a mis encore plus de temps à dégager. Tu n'avais pas de projecteur, tu ne pouvais pas mixer des longs métrages, c'était impossible. On avait notre petit Audi et on avait notre système avec Vidéoproj et machin, et ça pouvait marcher très très bien. Mais est-ce que c'est pas... Aujourd'hui, il y en a plein maintenant. Bien sûr, mais est-ce que c'est pas compliqué? C'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que votre culture, votre savoir-faire, il est venu de toutes vos expérimentations, de toutes vos envies, et c'est ça qui a donné envie aux gens de venir vous voir. Ouais. C'est ça. Et paradoxalement, à côté de ça, comme tu le disais tout à l'heure, on me voyait pas comme un compositeur, on me voyait comme ça. Est-ce que de temps en temps, ce qui vous sert pour montrer tout ce que vous savez faire et amener les gens à vous, il n'y a pas des gens de temps en temps qui disent ah bah non, mais eux ils font trop de ci, trop de ça. C'est parce qu'ils font trop de choses différentes. Ouais. Mais après aussi, on a un côté aussi un peu iconoclaste dans le fait qu'on vient pas. Mon frère, il a pas été assistant de quelqu'un dans le cinéma pendant 20 ans, moi non plus. Donc on a des parcours atypiques je pense, là où on travaille, quoi. Parce que c'est vrai que dans le long métrage, par exemple, c'est très très particulier pour travailler dans ce milieu-là. En général, il y a un chemin un peu classique qu'il faut avoir fait. Comment sur le plateau. Ouais, voilà. Et puis tu dois être assistant de quelqu'un pendant longtemps, et puis tout ça. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Nous, on n'a pas du tout fait ça. Mais ça t'enferme dans un schéma aussi quand tu fais ça, ce qui n'est pas votre cas.
Bon. Ça a été quoi ses points de contact, lui, avec le cinéma, à ton frère, justement, pour avoir les premiers mix? C'était chez Line, je sais pas comment il a bossé il avait bossé avec Jérôme Cornuau, mais c'est chez Line qui faisait pas mal de téléfilms, plutôt, au début. Okay. Et puis, il y a eu les projets de long, je sais pas si c'est par Line qui les a fait. Les projets de long, si. Moi, ce qu'il m'avait raconté, c'est que c'était un des seuls qui parlait anglais aussi, et qu'un jour, t'as un réalisateur anglais qui est arrivé, et je sais pas qui chez Line lui a dit, bon, écoute, toi, tu parles anglais, épluche les pommes de terre, c'est tu parles anglais, fais le mix. Justement, avec Claude Le Tessier, donc, c'était un ami de Hans Zimmer, parce qu'il avait son studio à Londres à l'époque. Zimmer faisait beaucoup de pubs, et puis ils étaient allemands tous les deux. Et donc, du coup, Grégoire, c'est lui qui prenait le téléphone quand Zimmer appelait, ou d'autres compositeurs de son écurie, comme Harry Gregg Williamson, ou je sais plus comment il s'appelle, John Powell aussi, qui faisait beaucoup bosser à l'époque, qui devait avoir 25 ans, les gars, à l'époque, hein, mais il était déjà dans son écurie. Et donc, le fait de parler anglais, ça nous a vachement aidé, nous, et Grégoire, ça l'a vachement aidé, effectivement, dans son développement. À l'époque, il faut savoir que peu de gens parlaient anglais. C'est con à dire, hein, mais tout le monde se débrouillait. Mais des gens qui parlaient vraiment de manière fluente, et vous, du fait d'avoir habité en Angleterre, ça vous aide énormément, ça. Of course. Of course, my dear. Et toi, Thomas, tu peux nous raconter le début aussi de la musique de long métrage ou fiction. Voilà. Comment t'arrives à ça toujours par un court métrage. Bon, encore pas tout le temps, parce que souvent on me dit si tu fais le court-métrage, tu feras jamais le long, donc faut pas le faire, mais ça s'est révélé assez vrai. Je crois que Greg, il a dû faire 80 courts-métrages, et je pense pas que son téléphone ait beaucoup sonné avec aucun des réals. Voilà, donc ça c'est assez français aussi, ça. Hein. C'est assez aussi à cause des montages financiers, c'est-à-dire que tu fais un court-métrage, c'est ça, c'est pas non plus que les mecs te mettent. Non, c'est pas de la note non plus. Non, mais bien sûr qu'il y a plein de raisons après pourquoi les choses se font pas, quand il y a des coprods, des machins, des choses comme ça. Moi, ça m'est arrivé de pas faire un film de Thierry, j'ai pas fait parce que c'est une coprode en Espagne, pardon. Donc le premier truc, c'était un petit. Moi, j'aime beaucoup les films de genre, donc mon premier film, c'était un film de zombies. C'est ça. J'en ai fait même 2, je crois. Et j'ai fait, donc c'était ça mon premier truc. Et ça m'allait très bien parce que en termes de son, c'est un territoire d'expérimentation dément, quoi. Il y a pas mieux, je pense, en fait, le film de genre pour la musique et pour le son. Et tu avais fait musique et sound design sur celui-là? Non, que la musique. Musique. Ouais. Est-ce que tu fais sur un film musique et sound design? Kouz peut le faire, c'est-à-dire que ton frère peut le faire. Oui. Mais c'est ça. Par exemple, Infinity, c'est une très belle réussite sur le mélange de musique et de sound design. Tu es dans un univers sonore qui te transporte, qui je pense, qui est un bon résultat de ce qu'on peut faire en mélange, même si Grégoire a fait le sound design, il a fait le mixage. Qui a fait le sound design alors? Il y a Benoît Moët, Sylvain Pierre. Et tu arrives à collaborer avec eux? C'est ce que j'allais te demander, quand tu bosses avec ton frère ou quelqu'un avec qui tu es au quotidien, ça peut être simple, mais quand c'est quelqu'un où tu dois vraiment mélanger les deux. Très bien, donc oui. Et puis Thierry, c'est aussi quelqu'un qui sait beaucoup ce qu'il veut, donc mais c'est vrai que c'est quand même assez intéressant quand tu peux faire des films où tu peux mélanger, où tu peux travailler sur le son. Voilà, t'as pas. Parce que souvent, dans le cinéma, t'as des gens à chaque étape qui pensent avoir le pouvoir, et donc qui font leur sauce sans se soucier trop du travail d'équipe, en fait. Alors que ce qui est important sur un film, c'est un travail d'équipe. Dans le film Renaissance, dans le film d'animation Renaissance, c'est vous qui aviez fait le sound design, la musique. Pas la musique. Pas la musique, tu n'avais pas fait la musique, d'accord. Non, la musique, c'était du score qui était fait par un super arrangeur qui fait tout. Je crois qu'il a pas fait tout le travail de son sur ce film était c'était stratosphérique. Typiquement, ça, c'est le projet, voilà, où on n'avait pas fait le court-métrage avant, donc. Chez Onyx, c'est ça, c'était chez Onyx, je crois, il me semble. C'était Aton Soumache qui nous a fait confiance sur ce projet-là. On l'a rencontré via Christophe Bourreau, qui est un bruiteur. Il nous a dit, il cherche des équipes pour faire ça. Et Aton, c'est quelqu'un qui adore travailler avec des nouvelles personnes et des personnes aussi un peu iconoclastes. Donc, on a eu un rendez-vous. Moi, ce film, il m'a mis une torgnole en sens. Il nous a fait confiance comme ça, quoi. Et ça, c'est complètement dingue, parce qu'il y a vraiment très très peu de producteurs qui sont capables de faire ça. Et depuis, on travaille. Grégoire a travaillé avec lui sur Playmobil, sur la mise en format, sur plein de projets, quoi. En totale confiance, et c'était une super rencontre aussi avec le réalisateur Christian Volkmann. Et là, on a pu vraiment s'éclater là-dessus. Ouais. Mais là, son design, pour le coup, c'est Grégoire qui l'a fait. Il y a plein de séquences superbes de sons, avec des sons d'insectes et d'oiseaux pour recréer des espèces d'organes biotechnologiques. Il y a
Il y a des séquences aussi, des sound design quand j'ai fait avec des sons et de la guitare. On s'est bien marré. Avec de l'azote liquide aussi, on a fait. Ouais, non, mais il y a un petit making-of sur Internet. Faut regarder le film. Quoi. Tu l'as vu, toi, Antoine? Non, j'ai pas vu. En termes de son, moi, j'invite tout le monde à l'écouter. Franchement, déjà, le film est magnifique. L'anime est folle. Et c'est l'histoire. Enfin, vraiment, moi, j'ai vraiment adoré. C'est vieux. Avec Daniel Craig, qui est venu au studio. À l'époque, c'est pas James Bond encore. Exact. Avec sa grosse voix. Ouais. Tu t'es senti à l'aise vite sur le format long, en termes aussi de ce que tu voulais raconter, de grammaire, d'esthétisme. Comment t'as appréhendé le début des premiers projets? Je sais pas, je me suis pas trop posé de questions. Tu fais les trucs, enfin, tu te poses toujours plein de questions quand tu crées quelque chose, quoi. Et puis après, t'as aussi des limitations. J'avais des limitations. L'écriture orchestrale, je l'ai appris assez tardivement, en fait. Je te pose aussi la question pour ça, parce que t'as un style assez éclectique. T'es pas, tu vois, quand on écoute tes BO, il y a des choses vraiment électroniques, orchestrales, c'est ce qui mélange les deux, abstraites. Après, je fais pas de contrepoint à la John Williams ou des choses comme ça. De toute façon, c'est pas la musique qui m'intéresse, moi. Donc, mais justement, comment est-ce que tu trouves t'as trouvé entre guillemets, ton style ou ta patte assez vite? Comment ça se passe? Pose pas de questions, en fait. Non, je sais. Non, mais il y a des gens qui me disent maintenant qu'ils écoutent mes trucs, ils me disent j'entends tes sons, j'entends ton truc, j'entends nos styles, mais le style, je sais, tu le sais pas vraiment. Quand tu sais pas avoir ton style, ça, je crois pas que ça soit quelque chose que tu penses, en fait. Ça se crée par rapport à tes expériences. Moi, je sais, c'est des manières dont j'ai appris à travailler, à fabriquer des sons. Alors, c'est ce que j'ai appris pendant ce que j'ai. C'est pas forcément quelque chose que tu penses, mais par contre, ça peut être certains projets où tu vas pouvoir exprimer un petit peu plus que tu avais. Ah oui, c'est sûr. Tu vois. Mais par exemple, ça c'est sûr. De toute façon, chaque projet aussi, je l'ai réfléchi évidemment par rapport à une palette sonore. Qu'est-ce que je vais faire? Aussi se poser des limitations. J'ai fabriqué un petit questionnaire que je file au réalisateur pour qu'il s'exprime sur le film. Tu vois, en termes de sentiments, qu'est-ce que c'est comme couleur, qu'est-ce que c'est comme j'avais fait ce petit questionnaire quand j'avais bossé avec Thierry la première fois et puis Julien. Delfaux. Pourquoi tu avais fait ça? Parce que c'est plus facile, parce que c'est plus intéressant que d'écouter de la musique, que quelqu'un te fasse écouter des rêves, par exemple. Et ça permet aussi quand même de cerner un peu déjà ça force le réalisateur à réfléchir un peu à pourquoi il veut de la musique. Et pourquoi il veut ce type de musique? Musique et quelle émotion, qu'est-ce que tu veux raconter comme émotion, même avant le type de musique, en fait. Qu'est-ce que tu veux raconter comme histoire ou comme histoire parallèle avec la musique? C'est pas. Donc tu es plus dans l'analyse presque philosophique de quelle émotion tu veux évoquer. Laisse-moi te dire comment l'évoquer, et puis après on verra si t'aimes ou t'aimes pas. Exactement. C'est un peu ça quand même, c'est comme ça qu'il faut aborder, je pense, c'est sur le thème de l'émotion et de la narration qu'il faut aborder d'abord la musique. Après c'est le style, on va dire, ou la couleur que tu vas donner à la musique, c'est une autre étape, mais qui est très très importante aussi pour moi. Hein. Et puis certaines émotions, tu peux pas les raconter avec tous les styles de musique, donc il faut être capable de comprendre. Je sais pas, il y a un film qui s'appelle Le Roi des Ombres où j'ai fait la musique, il y avait des séquences un peu d'action, mais du coup moi j'ai dit au réel, mais il faut pas mettre de musique d'action sur ces scènes-là parce qu'en fait ça nous sort complètement du reste du film et il faut les mettre les scènes brutes sans musique. C'est qui le réel de ça? C'était très bien réalisé, hein. C'est un film Netflix, c'est ça, avec c'était qui, avec Caris dedans, Assassila, c'est ça. Ouais. Et en fait ça du coup ça, des fois il faut limiter je pense des fois c'est important de limiter les effets, spectre possible de ce que tu peux faire avec la musique. Si tu avais des gros effets d'introspection, je me souviens. Il y a quelques séquences parce qu'il est aveugle, donc il y a pas mal de trucs sur le son dans son film qui est intéressant aussi. Mais sur ces séquences d'action, ça te sortait de la dynamique du film, je trouvais. Donc voilà, c'est des choix comme ça. Qui sont aussi à faire en plus des choix d'émotion. Après, c'est ce qu'on disait aussi, c'est qu'effectivement, un peu la conception, l'échange avec le réalisateur, donc la conception, aide aussi à se faire à mettre des contraintes, même bien sûr, et qui aide à préciser qui aide à la création finalement. On va utiliser tel instrument, on va pas utiliser ça, faut s'interdire des choses en fait pour que ça soit intéressant, parce que si tu t'autorises tout, là t'es perdu, et puis pouvoir tout faire c'est pas intéressant, donc tu dire que tu vas avoir 3 sons pour faire une bande son, je trouve ça super kiffant. C'est comme ça que tu peux faire un truc intéressant. Il y a des compositeurs qui t'inspirent particulièrement encore aujourd'hui, que t'écoutes, que ce soit des anciens, des années... Badalamenti, ça j'adore. Qui? Pardon, j'ai pas... Angelo. Badalamenti.
Ok. Qui a fait Twin Peaks, Oui. voilà. Qui c'est que j'écoute pas mal en ce moment? Il y a Chris Clark, c'est un compositeur de musique électronique avec qui on a pas mal tourné à une époque, qui est chez Warp et qui a une carrière en musique de film maintenant, en série, qui est démente, quoi. C'est un mec, c'est un mec assez fou, assez génial. Et je me rappelle, on était en tournée avec lui, il jouait de la guitare, il avait jamais joué, ça fait 3 mois qu'il jouait, c'est déjà super ça bon. Énerve, quoi. Et c'est un mec qui est parti d'une écriture de musique électronique très anglaise, assez dure et tout, pour quelque chose. Aujourd'hui, il fait de la musique de ballet, il fait des trucs, il a une carrière qui est vraiment démente. T'as jamais eu de frustration, toi, sur l'instrument? Le fait de ne pas être, je sais pas quoi, un virtuose de la guitare ou du piano? Non, j'ai jamais aimé les virtuoses. C'est un virtuose. En fait, j'ai jamais écouté la musique. Je dis ça, en fait. Oui, tu m'as pas vu jouer. Non, mais moi, j'ai jamais été passionné de virtuose, vraiment. Donc, 3 accords, ça m'a... Mais c'est vrai que moi, je suis parti d'un langage musical assez restreint, en fait. Parce que le rock un peu basique, 3 accords. Et du coup, j'ai mis quand même un certain temps, ou peut-être 15 ans, à découvrir la richesse de l'harmonie, notamment avec ma rencontre avec Frédéric Couchemagnon. Alors, ce que je vais te demander, les collaborations que tu as pu faire pour peut-être ou pallier à des choses que tu ne sais pas. Pourquoi cette rencontre avec Frédéric Couchemagnon, justement? On avait fait pas mal de musique de pub ensemble, et puis quand il y a Zone Blanche qui est arrivée, effectivement, il y avait des trucs. Zone Blanche. Le fameux. Je m'étais dit que ça serait sympa de le faire avec lui, et puis c'est vrai qu'il avait des connaissances aussi que j'avais pas en écriture orchestrale. Et qu'il y avait un petit peu de ça dans Zone Blanche. C'est toujours hybride, de toute façon, dans toutes les BO que j'ai pu faire ou que je fais, c'est toujours un truc un peu hybride. Et voilà, donc on a commencé sur la fiction comme ça. Sur Zone Blanche, pardon. Je t'en prie. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est cette BO-là qui est basée sur un banjo. Ouais. En fait, on a utilisé des instruments un peu d'Americana, mais ils sont pas joués comme... c'était pour donner une couleur dans la musique, ils sont pas joués comme un joueur de bluegrass jouerait le banjo. C'est juste pour donner une couleur à l'intérieur de l'orchestre ou de... C'est toujours ce que tu recherches, toi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et alors, donc ça, c'est la première collaboration sur de la fiction avec Frédéric. Ouais. Et vous avez collaboré pas mal de temps ensemble quand même. Vous avez fait pas mal de choses 10 ensemble. 10 ans, je crois. Ce qui commence à faire 10 ans. Et comment vous arriviez, parce qu'en plus vous n'étiez pas physiquement au même endroit, parce que lui habite dans le sud et toi... Lui, Ardèche au bord de sa piscine, et moi j'étais à Paris dans ma cave. Ça t'empêche pas d'être bronzé. Ouais. Et comment vous arriviez à collaborer justement là-dessus? Comment tu fais une composition à 4 mains comme ça? Comment tu arrives à partager? T'as toujours aimé collaborer de tout ce que tu viens de nous dire, mais comment sur un travail de commande comme ça, où il y a des contraintes, qui prend quelle place, qui fait quoi, comment tu fais ça? C'est un échange. Tu fais des séances de travail communes quand même. Moi, j'aime bien aller au bord de la piscine, en Ardèche. Non, je rigole, mais non, tu fais des séances de travail communes où tu réfléchis à des thèmes. Ensuite, chacun bosse dessus. Après, moi, je reprends souvent le boulot pour la finalisation et la prod. Donc, il y a aussi une étape à ce moment-là où tu peux modifier des choses. Enfin, c'est une espèce de ping-pong, quoi. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que tu as aimé. Être seul. Là, je sais que tu as fait pas mal de trucs tout seul là, ces derniers temps. Tout à fait, ouais. Est-ce que tu tires pas un peu plus la langue quand tu fais ça? Quelle est la différence de plaisir entre les deux, en fait? C'est assez différent, mais là moi j'avais besoin de faire des trucs tout seul, donc ça me convient tout à fait en ce moment de faire des choses tout seul et peut-être d'avoir aussi plus confiance en moi pour faire certaines choses que je pensais pas savoir faire et que je dois me démerder de faire tout seul maintenant. Et est-ce que tu aurais envie de recollaborer avec d'autres personnes? Est-ce que sur les projets... Je le fais là sur un projet là. Ouais. De ton initiative ou c'est la prod qui a dit tiens? Oui, non, en fait c'est quelqu'un que je connais depuis. Je vais pas en parler trop pour le moment. Non, mais on commence seulement là, mais que je connais depuis très longtemps et qui fait qui est super bon producteur, compositeur en pop. Et puis on bossait sur un autre projet pour un habillage. Et je me suis dit tiens, on pourrait faire ce truc là ensemble. En plus avec nos 2 bandes démos en pop, je pense qu'on était bien quoi. Donc on a gagné le truc et puis on commence là. D'accord. Et c'est intéressant parce qu'on a travaillé beaucoup en pub. Enfin, il travaillait pour Couz à l'époque sur des projets en pub, mais on n'a pas travaillé ensemble. Et donc c'est une dynamique totalement différente de ce que j'ai pu faire avec Fred ou de ce que j'ai pu faire avec mon ami Toby ou d'autres personnes. Donc c'est aussi c'est-à-dire que on s'est dit on va bosser ensemble. Mais bon maintenant comment on fait, comment tu bosses? Tu fais des choses comme ça. Moi je fais c'est vachement intéressant. Et je pense que ça va bien se passer.
En tout cas, ça va se passer. Après, vous en ferez d'autres ou pas. De toute façon, ça va bien falloir que ça se passe. C'était pour ce projet-là. C'est pas une idée spécialement de. Mais on verra. Comment tu vas articuler ton futur aujourd'hui? Mais j'avoue qu'en ce moment, je suis plutôt, que ce soit même mes projets de films ou j'ai pas mal de projets perso de musique que je suis en train de faire en ce moment, je suis plutôt sur une dynamique de faire des choses tout seul en ce moment. Parce que j'ai envie, parce que t'as des choses à dire, t'as envie de. Ça facilite les choses, c'est dans une dynamique comme ça, mais ça. Et tu veux continuer à être aussi éclectique, pas dans le style, hein, dans ce que tu fais, c'est-à-dire de la musique perso, faire donc des albums, dans différents styles. Bon, après, je suis pas aussi éclectique que ça. Enfin, je fais mes projets perso. Et dans les projets perso, il y a des trucs qui peuvent être apparentés plus à des choses un peu rock ou des choses plus électroniques. Non, je parle pas du style musical. Je parle de ce que tu vas faire de la musique de série, de la musique de film, tu vas faire de la musique de pub, tu vas faire de la production de pub avec Kouz, tu vas faire des expérimentations, tu vas faire des installations, ce genre de choses. Bien sûr, donc c'est quand même très très large. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives encore à mener tout ça de front? Est-ce qu'on te demande pas sur certains projets comme tu viens de faire là, en faisant KO, en faisant Sentinelle, où ça t'a pris tout ton temps? Bien sûr. Comment tu penses articuler tout ça? Maintenant il faut un peu faire des plannings. C'est vrai que j'avais jamais réfléchi trop comme ça auparavant, parce que les choses se venaient, ça se calait. Mais maintenant, je suis obligé d'organiser un peu plus les choses. Mais je suis beaucoup moins investi sur Kouz aujourd'hui. J'ai pas. T'as pas envie de faire un Zimmer style, c'est avoir une équipe avec toi qui bosse, non? Moi, ça me dérange. Je trouve que c'est vachement intéressant de pouvoir faire ça, parce que t'as un truc de mentorship qui peut être intéressant avec des gens. Tu peux aussi élever la qualité de ton travail, hein, parce que en collaborant, tu fais des meilleures choses qu'en étant tout seul, je pense, sur certaines choses. Mais après, collaborer, ça veut dire, je sais pas, ça peut être prendre un mixeur, ça peut être prendre quelqu'un qui va te faire toutes tes patchs de son, ça peut être quelqu'un qui va te faire des programmations que des percus. Enfin, je sais pas, il y a plein de manières de collaborer. Ou quelqu'un qui est bon sur le songwriting, par exemple. Voilà, sur la pop, par exemple, pour les textes, par exemple. Donc, il y a plein de manières de collaborer avec quelqu'un. C'est pas l'idéal, c'est de travailler avec quelqu'un qui fait pas la même chose que toi. C'est les meilleurs duos, c'est les gens qui viennent pas du même univers. Si tu prends R par exemple, ils ont deux formations totalement différentes. Les gars, je me trouve un qui est architecte et l'autre, je sais plus, qui était prof de je sais plus quoi. Et c'est ça qui est intéressant. De yoga. Maintenant, peut-être les profs de yoga. Non, mais c'est les gens qu'on moi avec Toby par exemple, lui, il avait une formation très très différente de la mienne. Et donc c'est comme ça qu'on s'est appris beaucoup de choses et qu'on a une manière de penser totalement différente. Et je pense que c'est ça qui est intéressant quand tu bosses avec quelqu'un. Il faut que ça soit quelqu'un de complémentaire, et voire même d'opposé. Je pense que c'est encore mieux. C'est aussi important de continuer à se nourrir d'autres sphères que le pur métier de compositeur de musique de film. Moi, j'encourage beaucoup les compositeurs avec qui je travaille aussi à garder leurs projets, leurs side projects, j'aime pas ce mot-là d'ailleurs, mais en tout cas, tu vois, les projets où... Projets perso, j'avais beau bosser nuit et jour pendant 2 ans là, sur la musique de film, ça m'empêchait pas de rentrer chez moi, de faire des morceaux pour moi ou le week-end. Et ça fait un album entier. C'est ça. Il faut conserver ça. Après, il faut le temps pour le faire, mais en fait, c'est indispensable pour garder la fraîcheur quand il faut justement répondre à. Mais après, il y a des gens qui en font pas non plus, et ils se débrouillent très bien comme ça. Ça dépend vraiment de ta formation, de ta personnalité, de tes appétences. Je voudrais qu'on parle 5 minutes aussi de Super Pitch, qui est, pour ceux qui connaissent pas, qui est la librairie musicale que vous avez montée avec Kouz. Est-ce que justement tout le travail, parce qu'il y a une librairie de très belle qualité, est-ce que justement tout le travail que vous avez fait chacun de votre côté en production et en publicité et en musique de film vous a aidé à ça et vous a aidé à formater, à savoir quel style, comment le faire? Ouais, tout à fait. Ouais, je pense que ça a été primordial, d'avoir cet apprentissage dans la pub, de voir un peu comment le craft devait être travaillé, qu'il y avait des tendances, qu'il y avait des structures particulières à avoir. Donc effectivement, après, le premier album qu'on a fait, c'était l'album qu'il fallait pas faire soi-disant en librairie musicale. C'était chanté et avec des balades americana un peu dark. J'imagine que c'est celui qui vend le plus. C'est celui qui a cartonné le plus dès le début. Et pour l'artiste, ça a été la première fois qu'il a fait une synchro sur des trucs à Hollywood. Et donc voilà. Bon, donc comme quoi, tu vois, il y a pas de règle. Mais comme on c'est toujours pareil, on a toujours eu envie de faire un peu ce qu'on a envie, comme on voulait. Donc nous, on voulait faire des chansons. Je suis Super Pitch, alors que tout le monde disait non, pas de chansons, il faut que ça soit des instrumentaux, il faut que ça soit super joyeux. Et maintenant, tout le monde veut faire des chansons. Voilà. Entre autres. Après, ça a évolué en 10 ans, la librairie musicale aussi. Et les besoins, notamment en publicité. C'est-à-dire qu'avant, la librairie musicale, c'est justement grâce à des librairies comme celle-ci et d'autres qui ont fait qui ont rajeuni le truc et qui ont fait que la qualité a augmenté. Parce qu'avant, tu disais un publicitaire en valeur musique de catalogue, il te regardait, il te mettait une claque. C'est sûr. D'ailleurs, j'ai lu aussi sur ta bio que tu étais spécialiste, c'est ça, en Musac. Ah oui. Ouais. Spécialiste de quoi? Oui, en Musac. C'est parce que
d'ailleurs, Toby, il y a un documentaire qui va sortir sur Arte sur la Muzak, et c'est un ami qui l'a réalisé, et Toby a été interviewé sur ce sujet-là. Je ne sais même pas ce que c'est, hein. Je vais pas faire le mec intelligent. Badalamenti, il a commencé à faire en faisant de la Muzak. La Muzak, c'est la musique qui a été créée, c'est un général de l'armée américaine qui a créé ça, et c'est de la musique en fait fonctionnelle qui a été faite par exemple au départ dans les usines d'armement pour augmenter la productivité. On passait de la musique, tout comme aujourd'hui on passe des musiques dans les magasins pour acheter différents selon les heures de la journée pour activer l'acte d'achat par exemple, ou dans les aéroports aussi. Et donc nous, un des premiers projets qu'on a fait, qui est un peu expérimental, qui s'appelait Chases to Known Place. Donc place, c'est un terme pour définir, je sais plus quel philosophe qui a écrit un essai là-dessus sur les non-lieux. C'est tous ces lieux qui sont reproductibles dans tous les pays, mais il y a un McDonald's, un casino, un aéroport, c'est les mêmes partout. Ça s'occupe pas du tout de la culture du pays, quoi. C'est un peu les mêmes structures architecturales. Et donc ça répond aux mêmes besoins, aux mêmes attentes. Et donc nous, on a fait une bande son, on a fait un album qui a été basé que sur des sons enregistrés dans ce type de lieu, et c'est que de la musique concrète, quoi. Donc c'est assez expérimental. C'est le premier album qu'on a fait, et c'était aussi une espèce d'anti-musac qu'on a créé, parce que c'est un truc qui est assez difficile à écouter. Et c'était anti-musac. Et donc on a fait pas mal de boulot autour de ça dans les années 2000-2005. On faisait pas mal de conférences et tout ça avec Toby. Et puis après sur les armes sonores, on a beaucoup travaillé sur les armes sonores. C'est quoi les armes sonores? C'est-à-dire c'est des armes qui utilisent l'acoustique comme c'est pas forcément des armes létales, mais c'est des armes plutôt non létales. On en a parlé il y a pas longtemps dans les manifestations là. Bien sûr, parce qu'ils ont le système LNDR là, qui est une espèce d'haut-parleurs hyper directif au Canada. Ils ont utilisé ça. En ce moment, ils utilisent sur le G7 et tout pour disperser les foules. Et ça, on a bossé là-dessus nous il y a très très longtemps. Ça marche très bien. J'ai été au cinéma il y a 2 jours voir Mission Impossible, et le son s'est mis à bugger et je me suis retrouvé avec les subs qui crachaient. Mais on a dû quitter la salle, donc ça marche très bien. Effectivement, tu te prends ça dans la tête, ça rigole pas, quoi. En fait, le projet qui s'appelle Odint, que je fais avec Toby, c'est un collectif dans lequel il y avait aussi une personne qui s'appelle Code9, qui est un producteur qui a produit le premier album de Burial et de two-step et de bass music un peu expérimentale. Et Code9, il a aussi une formation universitaire. Il a écrit un bouquin sur les armes sonores et d'autres essais avec Toby. Et nous aussi, à l'époque, on travaillait sur ce sujet-là. C'est-à-dire, il y a plein de... par exemple, il y a un documentaire, je crois, qui vient de sortir sur Canal, à Cuba, à l'ambassade de Cuba, des Américains qui sont tombés malades parce qu'en fait, ils utilisaient des armes sonores à Cuba pour... en fait, t'envoies deux ondes graves, pas forcément hyper graves, mais là où elles se rencontrent, ça va créer une interférence ultra grave, et genre à 6 ou 7 Hz. Qui va avoir une incidence sur ton sang, sur ton cœur, sur tout ça. Donc il y a plein de théories de conspiration là-dessus. Donc nous, on a vachement bossé sur ce sujet-là, et on a fait des albums inspirés de ça, et c'est des sujets qui nous intéressent. Pas pour développer des armes. Non, pas pour les développer. Il les a mis quand j'ai fait l'intro, c'est pour ça que je disais n'importe quoi. Aujourd'hui, dans certains films, déjà, ces armes, elles sont maintenant utilisées vraiment dans les manifestations. Mais dans le deuxième Hulk, ils utilisent justement le principe de canon à double parleur, comme ça, qui envoie... tu peux le voir. Donc ça... un peu comme la claque de Hulk qui te fait une onde, c'est pareil. Ça. Donc ça, c'était des sujets sur lesquels on a bossé qui sont très intéressants. On avait rencontré aux États-Unis quand on faisait notre tournée, un gars qui avait été contacté par l'armée américaine pour créer des bandes-sons qui sont diffusées à fond dans le désert pour faire peur aux gens, aux migrants, oppositions qui sont à côté, en faisant croire qu'il y a des bombes qui tombent ou qu'il y a des tirs. Et c'est Ah ouais. Oui, ça va loin. Ah ouais. Ouais, mais les sons peuvent être utilisés pour la torture aussi. À Guantanamo, on voit qu'il y a des playlists qui sont sorties avec les artistes qui étaient diffusés. On mettait la musique que j'avais fait, moi. Je veux dire, c'était terrible. Non, mais on choisit une musique qui culturellement va créer une gêne chez la personne qui va l'écouter. Tout comme aussi pendant le siège de Waco aussi, c'est hallucinant. Ils ont joué des playlists avec. Il y avait des cris de. Tu trouves sur internet, c'est hyper bien documenté. Hein. Des cris de. Il y avait des morceaux de Nancy Sinatra. Il y avait des cris de lapins qui rincent des dents, et je sais plus quel autre truc. Mais c'est hyper intéressant. Mais l'armée américaine travaille beaucoup sur l'exploitation de la musique et du son pour faire de la torture ou pour comme quoi, je pense qu'on va pouvoir finir là-dessus, à moins que t'aies c'est dur de finir là-dessus. Non, mais justement, comme quoi la musique, de la puissance du son. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est comme quoi la force de la musique et l'émotion que ça peut donner. Alors effectivement, là-dessus, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus sympathique. Mais en tout cas,
toi, effectivement, c'est-à-dire que c'est là où on se rend compte la puissance de la musique et tout ce qu'on peut exprimer avec. Donc l'intérêt de mettre des belles musiques sur des films, ça va les magnifier. La musique, ça te montre qu'effectivement la musique a une vraie force narrative ou une vraie force destructive ou ce qu'on peut voir. Et l'absence de musique aussi d'ailleurs, hein. Mais que du coup, effectivement, faut bien choisir ce que tu veux raconter avec la musique et ça peut être fait effectivement ça peut faire du bien généralement quand même. Ça peut faire du bien, ouais. Ça en fait ce qu'on veut en faire. C'est ça qui est bien. On va lui épargner les questions débiles, ça va faire plaisir. T'as pas une petite question débile? Si, j'en avais. J'en avais. Au moins une. Bah non, mais elle est trop facile pour lui. Je sais à quel point elle est trop facile pour lui. Tu es plutôt Elvis ou Michael? Elvis. Ça, je sais, c'est un grand fan d'Elvis, donc ça, c'était facile. Guitare ou banjo? Guitare. Voilà, pourtant, tu parlais de banjo tout à l'heure. Ouais. Compositeur ou directeur artistique? Compositeur artistique. Ok. Hard drink ou soft drink? Hard drink. Tu vois, c'était très axé. C'est parfait. J'aime beaucoup. Non, il y en avait d'autres, mais on s'en fout, c'est pas intéressant en fait. Les artistes de chevet. Non, mais ça suffit, c'est terminé. Ça suffit, monsieur. Il va pas lire. Tu vois bien qu'on a écrit que des conneries en plus. Un grand merci à toi, Thomas. En tout cas, c'était super. Merci. J'espère que j'ai dit des choses qui intéresseront les spectateurs. Non, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup. Allez, bonne journée à toi, merci. Merci beaucoup.